Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver comme tous les matins sur YouTube pour notre nouvel épisode d'Eurojour. C'est le 12e, on va le consacrer exclusivement au France-Portugal d'hier soir, le match nul des Bleus à Budapest contre le Portugal de partout, doublé de Karim Benzema, doublé de Cristiano Ronaldo. On évoquera les huitièmes de finale puisqu'on a désormais le tableau complet, c'est vrai que la tentation est assez forte, mais on évoquera les huitièmes de finale dans les jours qui suivent, 2 vidéos preview dédiées à ces huitièmes de finale qui arrivent très vite, à nouveau à 7h du matin, demain et après-demain. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur ce France-Portugal, qu'est-ce qu'on y a vu, lu, quels enseignements est-ce qu'on peut en garder pour la suite. C'est parti, et on va commencer tout de suite avec une image qui est peut-être ma tentative de synthétiser en quelques mots à peine ce qu'on a vu sur le terrain. C'est une tentative un peu désespérée, c'est pas une très belle image, c'est assez conceptuel, mais globalement, si je devais retranscrire cette partie, je dirais que ça ressemble à une courbe qui était globalement très plate. Franchement, très plate, avec un niveau d'intensité médian qui n'était pas énorme, beaucoup de joueurs à l'arrêt sur de longues séquences, des joueurs qui marchent, du jeu latéral pas très inquiétant, peut-être ce qui se rapproche le plus de ce qu'on essaye d'évoquer quand on utilise l'expression faux rythme, peut-être, mais au sein de cette courbe plate, de temps en temps, des moments d'explosion extraordinaires. Une action énorme, une différence individuelle, 5 étoiles qui transperce la défense, une intervention arbitrale majeure aussi, une décision arbitrale majeure, il y en a eu. Et du coup, au sortir de ce match, je sais pas vraiment si j'ai vu quelque chose de très plat, un petit peu monotone, ou à l'inverse, quelque chose de super rythmé, intense, sans doute un peu des deux. Alors pour la partie plate, d'abord pour les moments à plus faible rythme, je pense que la première clé évidente, c'est celle du capital athlétique des deux équipes. Apparemment il faisait encore très chaud à Budapest, on parlait de 30 degrés, pas de vent. Ça s'est vu sur de nombreux visages franchement, même chez les entrants, au bout d'un quart d'heure à peine, Bruno Fernandes a semblé assez marqué. La fournaise de Budapest a joué son rôle dans une certaine mesure, je pense que c'est pas une excuse de l'invoquer. C'est sûr que les conditions climatiques, ça a un effet sur les organismes, et ça a été assez nettement marqué des deux côtés, ces joueurs qui tirent la langue, qui marchent sur de longues séquences. Je pense que ça a été un point majeur. Pareil pour le contexte du match, la troisième rencontre de phase de groupe avec les efforts de la semaine écoulée qui étaient encore dans les pattes, avec peut-être des esprits et des organismes tournés vers les huitièmes de finale, vers le match qui va vraiment compter dans quelques jours. Ça compte aussi. Je pense que pour expliquer cette courbe plate, on peut aussi mobiliser l'argument philosophique, des philosophies de Fernando Santos, de Didier Deschamps, toutes les deux centrées sans doute principalement autour de la notion d'équilibre, de risque calculé. Pour le Portugal par exemple, on a senti à plusieurs reprises que leur organisation prenait le dessus sur celle de l'équipe de France, mais même avec cet avantage structurel, ils préféraient contrôler la possession dans des zones un petit peu plus sécurisées, médianes, basses. Ils préféraient ça plutôt que d'aller chercher des circuits un peu plus haut sur le terrain, dans des zones qui offriraient à la France les opportunités qu'elle aime le plus, à savoir aller très vite à la perte, attaquer depuis ses 30 mètres dans le dos de l'équipe adverse. Donc ça a donné pendant de longues séquences un match qui s'est un petit peu enlisé dans l'entrejeu, je dirais ça, surtout sur les 25-30 premières minutes, et en plus avec pas assez de capital physique pour presser dans cette zone, peut-être pas l'envie non plus, vu le contexte qu'on a évoqué. Tout ça, voilà, ça a fait un match qui s'est un petit peu noyé au milieu de terrain. Pour l'équipe de France, pour expliquer cette courbe plate et monotone, on peut aussi rajouter de grosses difficultés pour animer son système avec ballon. Dans ce 4-2-3-1 théorique, qui était le nouveau choix de Didier Deschamps sur cette troisième journée de phase de groupe, dans ce 4-2-3-1, on n'a pas beaucoup vu Tolisso. Koundé non plus comme prévu, puisque c'est pas vraiment son rôle, son profil, que d'animer le flanc droit, mais on l'a pas beaucoup vu sur ce flanc droit, en tout cas dans les projections, il s'est un petit peu restreint, manque un peu de qualité technique. J'ai le souvenir d'un moment où il trouve pas vraiment l'intervalle avec du jeu en triangle, et puis à gauche pareil, Lucas Hernandez s'est pas beaucoup projeté, a préféré être dans un rôle un petit peu plus équilibrant. Comme en prévu, on avait parlé du très bon match de l'Allemagne contre le Portugal, on avait souligné à quel point ils avaient été bons dans l'exploitation de la largeur, sur ce jeu renversé de piston à piston, le très bon match de Robin Gosens notamment, ils avaient fait très mal au Portugal sur la largeur. Là, ni Tolisso, ni Koundé, ni Lucas Hernandez ne sont vraiment des joueurs de couloir, c'est pas leur qualité première en tout cas, et on a vu les limites de l'équipe de France dans cette zone. Mais alors tout ça c'est la partie plate de la courbe, je pense qu'on l'a bien mis en valeur, c'est ce qui a donné lieu à ces longues phases un petit peu dénuées de rythme. Pourtant, moi je sors de ce match avec le souffle court, avec le cœur qui bat à fond, je me dis que j'ai vu quelque chose de dingue par moment, et la note dont on va parler dans quelques minutes est très haute, donc comment ça se fait, comment est-ce qu'on explique ce déséquilibre, comment est-ce qu'on peut réconcilier cette idée avec le fait que le match a été morne pendant de longues séquences.
Comme prévu, et comme on en avait discuté hier matin, comme tout le monde le sait en fait s'il regarde les matchs de la France, c'est parce qu'il y a dans cette équipe des joueurs véritablement hors normes, capables de gestes, à nouveau, hors normes et décisifs. Alors hier justement je disais dans cet épisode d'Eurojour, l'image que j'invoquais, c'est qu'il suffisait d'une petite étincelle assez bleue pour allumer le feu. C'est exactement, de mon point de vue, ce qu'on a trouvé dans le match hier. L'image que j'avais encore plus fortement, c'est celle d'une mine. En fait, j'ai l'impression, en regardant ce match, d'être 20 mètres sous terre, dans la mine, obscure, sombre, pas un bruit, très silencieux. On pourrait presque s'y endormir, sauf qu'on s'y endort jamais, on prend jamais le risque de s'y endormir parce qu'on sait qu'en un moment, une étincelle peut tout faire exploser. Alors c'est le fameux coup de grisou que Griezmann lui-même est largement capable de déclencher, c'est vrai, mais je pense peut-être encore plus aux éclairs de Paul Pogba, ces ouvertures sur 40 mètres qui offrent des ballons de dernier tiers à Mbappé, cette prise de balle semelle au bout d'une séquence de plus de 60 secondes de possession à faible tempo pour aller servir Benzema dans la profondeur, qui inscrira le doublé, cet enchaînement bien sûr que je me suis refait une dizaine de fois pour aller enrouler une frappe magique dans la lucarne, sauf que Patricio est un titan et Pogba lui-même n'en croira pas ses yeux. Voilà, il y a beaucoup de ces situations où une séquence pas très inspirante, un temps à faible rythme, un moment de calme, est totalement transcendé en fait par une inspiration individuelle. C'est fidèle à ce qu'on connaît de l'équipe de France, mais pour moi c'est un des axes d'explication majeure de cette partie. Alors ensuite, on peut sans doute rajouter l'arbitrage dans les choses qui ont transcendé la monotonie de la partie, qui ont fait exploser la courbe vers le haut, on peut parler de l'arbitrage. Forcément, quand il y a 3 pénaltys sifflés, ça participe de cette sensation, où on a l'impression que tout peut exploser. Le premier pénalty, il est au bout d'un centre anodin, donc ça s'inscrit bien là-dedans. Il y a logiquement pénalty, Lloris se déchire et peut même potentiellement prendre rouge, donc ok. Le deuxième pénalty, c'est un ballon dans la profondeur mal calibré à destination de Mbappé, hop, pénalty. À mes yeux, c'est quand même très généreux. Je pense que Mbappé a déjà beaucoup de métiers, il l'a prouvé. Il tombe de manière convaincante une fois qu'il voit que le ballon lui arrivera pas, mais Semedo l'accroche pas vraiment. Personnellement, j'aurais pas sifflé. Mais voilà, encore une fois, une situation qui explose à partir de quasi rien. Le troisième penalty, alors que la France est bien revenue, semble en contrôle. C'est sur une main maladroite de Koundé, penalty logique, mais à nouveau, un moment où la foudre tombe sans prévenir et bouscule totalement la courbe de cette partie. Puis il y a aussi le quatrième penalty potentiel dont on n'a pas encore discuté, non sifflé, avec Bruno Fernandes qui nettoie ses crampons sur Kingsley Coman. Alors pour moi la faute elle est évidente, elle est même assez grossière je dirais. Maintenant la question c'est est-ce qu'elle se produit à l'intérieur de la surface de réparation, et c'est vrai que quand on revoit les images, la semelle de Fernandes commence à toucher la cheville de Coman avant la ligne blanche et se retire peut-être juste à temps. Franchement c'est limite, vu à quel point ça a été vite expédié par l'arbitrage vidéo, je me dis que c'est pas impossible qu'il y ait eu un petit phénomène de compensation arbitrale, vu que le premier pénalty de l'équipe de France est très très douteux, ou au moins on va dire une lecture orientée cohérence, une lecture assez cohérente de la VAR qui dit on ne déjuge pas l'arbitre central si on n'est pas 100% convaincu que c'est la mauvaise décision, vu que la VAR n'a pas déjugé l'arbitre central sur le premier pénalty de l'équipe de France, quelque part le faire là, ça aurait été bizarre aussi. C'est limite sur cette action en particulier, même si je pense que sur la somme des décisions, personne a vraiment à se plaindre. On peut même estimer dans une certaine mesure, si on est portugais par exemple, on peut estimer que le premier penalty qui est sifflé pour la France coûte plus cher, parce qu'il permet aux Bleus de revenir dans la partie, de revenir à un partout déjà, mais aussi de revenir dans un match juste avant la mi-temps, alors qu'ils viennent d'encaisser un gros temps fort, un gros temps faible à 0-1. La France, après le premier but du Portugal, la France souffre bien pendant 10-15 minutes, et quelque part se rattrape, revient dans la partie grâce à ce penalty-là, donc peut-être qu'il vaut encore plus que ce penalty en fin de rencontre. Bon, ça je vous laisse débattre en commentaire, mais voilà ce que j'en pensais. Et puis, en plus, pour moi, le match nul est assez logique. Il convenait vraisemblablement aux deux équipes, on peut l'imaginer, puisqu'il aboutit sur un statu quo avec la France et le Portugal finissent aux 2 premières places du groupe. Il vient récompenser le match, on va dire, peut-être moins génial que celui de la France, mais plus abouti du côté des Portugais, à l'image de Renato Sanchez qui a été absolument monstrueux, qui a semblé avoir un réservoir sans fond, lui un des seuls à tenir la durée sur les 80 minutes, il sort peut-être autour de la 80e, quelque chose comme ça. En tout cas encore des grosses projections à 10-15 minutes du terme. Niveau statistique, le tableau est assez équilibré aussi, on a quoi 9 tirs des deux côtés, 4 cadrés pour le Portugal, 5 pour la France, 1,84 XG pour le Portugal, 1,2 pour la France, mais forcément avec 2 pénaltys pour les Portugais contre 1 pour la France, ça impacte forcément ces expected goals, ça joue beaucoup. Un péno c'est quoi 0,74, 0,75 XG, quelque chose comme ça, peut-être 0,76, mais donc forcément
ça compte beaucoup. Je pense pas qu'on puisse dire que le Portugal se soit créé beaucoup plus d'occasions que l'équipe de France, même de mémoire c'est l'inverse. Je vous mettrai peut-être les chiffres si je les ai, mais selon Instat, c'est un petit peu l'inverse. 50-50 en possession, 19 dribbles à 20, 4 cartons jaunes français, 0 en face. Peut-être que ça exprime la petite différence de justesse qu'il y a eu dans les duels, mieux remportés par les Portugais. Mais voilà, somme toute, un nul assez logique. Et peut-être qu'on peut finir en mentionnant quelques éléments pêle-mêle. Je dirais pour la France, déjà il y a une petite inquiétude sur le fait de perdre coup sur coup Lucas Hernandez et Lucas Digne quelques minutes plus tard, des deux défenseurs gauche potentiellement pour un truc assez sérieux. En plus ça fait un peu peur, surtout que vu les problèmes des Bleus sur les côtés, il va falloir être assez créatif pour trouver une solution. Bon, à voir. D'autres enseignements, déjà très très content pour Karim Benzema, pas que subjectivement bien sûr, mais pas que. C'est aussi une super nouvelle dans l'absolu, je pense, pour les Bleus, qu'ils mettent fin au doute, qu'il ouvre son compteur. Pour la suite, ça va servir. On l'a vu dans son interview d'après-rencontre, il parle du fait qu'il n'a jamais douté, mais qu'il sentait que la pression était forte, qu'il y avait une forte attente autour de lui et de son premier but en France. Donc forcément, quand il l'évoque, ça veut dire quelque chose. Dans le jeu, pas encore parfaitement rassuré par son apport, beaucoup de déchets j'ai trouvé, notamment dans sa relation avec Kylian Mbappé qui doit être travaillé. Mais sur le but du 2-1, il y a un super appel dans la profondeur, 2, une finition parfaite, et c'est la chose la plus difficile pour un numéro 9, c'est ce qui doit apporter de plus précieux, de plus rare, donc forcément on est obligé de dire que c'est un match réussi, on savoure. Je noterai aussi un beau match de Kanté, autant j'ai été un peu déçu par Tolisso, autant la paire Kanté-Pogba a tenu son rôle, voire plus, c'est une satisfaction. Griezmann aussi pas mal, sans ballon, avec ballon, voire les deux en même temps, quand il est venu en seconde lame dès la perte pour offrir une nouvelle phase de possession au bleu, très précieux dans ce registre. Je pense que les Portugais, un autre enseignement, je pense que les Portugais ont de quoi être ravis également, avec Sanchez et Moutinho, plutôt que Carvalho, avec ce nouveau choix de Fernando Santos, et plutôt qu'aligner deux milieux défensifs, ils ont été très séduisants, on peut peut-être trouver une formule pour la suite. On peut également se dire, ça c'est une petite... c'est une anecdote, mais on peut se dire que pour une équipe qui est censée être bâtie autour du concept d'équilibre, c'est assez marrant de voir à quel point leurs matchs sont riches en buts sur cette phase de groupe. Ils en marquent 3 contre la Hongrie, 2 contre l'Allemagne, 2 ici, ça fait 7 au total, et ils en encaissent 6, 13 buts en 3 parties pour le Portugal. Avant de jouer la Belgique en 8ème, ça promet, ça pourrait être un sacré 8ème. Et enfin la note que j'ai mis sur cette partie, alors le match m'a plu, beaucoup plu, j'en aurais pas parlé pendant 10-15 minutes sinon, et ce côté électrochoc, étincelle ponctuelle, tout ça, ça m'a fait vraiment vibrer. Le doublé de Benzema, les alternances de score, ce geste de Paul Pogba dont je me suis toujours pas remis, et l'arrêt de Patricio, absolument titanesque, qui m'a fait totalement bondir ici, c'était incroyable. Donc tout ça c'était fou. Maintenant j'aime aussi quand il y a un rythme soutenu sur 90 minutes, idéalement. J'aime bien quand on sent un fort degré d'énergie des deux équipes pendant toute la partie. J'aime aussi quand il y a un petit peu plus de diversité tactique, peut-être que ce qu'on a vu, plus de choses qui sont collectivement abouties. J'aurais aimé voir une France plus séduisante sur les côtés, par exemple. Donc j'aurais du mal à monter aussi haut que le 17/20 qu'on avait donné à Portugal-Allemagne, qui était un petit peu moins bon sur le côté rapport de force équilibré, mais qui était plus séduisant de mon point de vue tactiquement. L'Allemagne avait vraiment fait un gros match collectivement, et ça m'avait beaucoup plu. J'avais mis 17/20 à l'époque, donc ici je vais mettre 15, pas loin de 16, c'est peut-être un poil sévère, mais voilà, moi j'aime bien quand c'est intense pendant 1h30, et ça l'a moins été, c'est un peu le pendant, et le revers de la médaille de cette courbe plate sur de longues séquences. Alors dites-moi vous, peut-être que ça montera plus haut, peut-être un peu moins aussi, donnez-moi votre note en commentaire. Je parle pas d'Espagne-Slovaquie, c'était le match de 18h que j'ai regardé, mais je vous donnerai toutes mes observations sur cette rencontre, sur l'Espagne qui a montré un meilleur visage, tout en montrant aussi quelques-uns de ses troubles habituels. J'en parlerai demain 7h, on se retrouve pour les huitièmes de finale, pour ma preview des huitièmes de finale, et le lendemain, sans doute, pour une preview dédiée uniquement à l'équipe de France. Je pense qu'on va faire les choses comme ça. En tout cas, 2 très grosses vidéos qui arrivent, j'ai hâte de faire les deux. Franchement, là, dans quelques heures, je m'y mets, et on va partir sur la preview de ces huitièmes de finale. Alors, je vous mets quand même le tableau, par souci d'exhaustivité, c'est Pays de Galles-Danemark, samedi 18h, le premier match, ensuite Italie-Autriche, samedi 21h, 2 matchs à nouveau le dimanche, Pays-Bas, République tchèque, 18h, Belgique-Portugal, 21h, énorme,
Lundi, on a 2 rencontres, c'est bien sûr Croatie-Espagne à 18h et la France contre la Suisse à 21h. Et enfin, on bouclera avec Angleterre-Allemagne à Wembley et Suède-Ukraine, 21h. Voilà, de beaux 8e en perspective. On rentre dans la période la plus excitante du tournoi et j'ai hâte de la vivre avec vous. Donc voilà pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater les prochains épisodes d'Eurojour qui arrivent dès demain, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça aussi, ça m'encourage énormément. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à me suivre sans être abonné pour plein de raisons diverses et variées, mais peut-être qu'en vous donnant cette incitation à s'abonner là tout de suite, on peut faire exploser le compteur d'abonnés, en tout cas le faire grimper encore un petit peu plus sur ce début d'Euro. Vous êtes à peu près 6000, 7000 à m'avoir rejoint, donc ça fait très très plaisir et je vous en remercie. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. On se retrouve très vite pour ces vidéos, prenez soin de vous, passez une excellente journée et soirée et à bientôt, bisous.